Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Éric Montpetit. Je suis vice-doyen à la recherche, à la découverte et à la création à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous ce soir pour cette discussion sur les langues minoritaires. Celle-ci se tient dans le cadre de la série Au carrefour des savoirs, dont l'objectif est de faire dialoguer des collègues de différents horizons sur une thématique d'actualité. Ce soir, nous aborderons les questions suivantes. Quels sont les facteurs qui influencent l'érosion ou le maintien d'une langue? En prenant exemple sur les langues innu et catalanes, quelles sont les meilleures pratiques mises en œuvre pour les préserver et les promouvoir? Par quels moyens la transmission et la revitalisation d'une langue minoritaire se réalisent-elles? Nous sommes très fiers d'avoir ce soir avec nous des professeurs ayant des expertises variées, l'identité même de notre faculté étant avant tout d'assurer le décloisonnement du savoir et le croisement de différentes perspectives afin de mieux nous éclairer. Je me permets ici de sortir un peu de mes notes pour dire jusqu'à quel point je suis heureux de voir ce groupe de professeurs réunis ici ce soir. Les langues minoritaires, c'est vraiment une thématique sur laquelle on souhaite créer à la Faculté des arts et des sciences un véritable pôle d'expertise interdisciplinaire. Puis ben là, on en voit un peu l'embryon, je pense, avec les trois collègues qui sont ici ce soir. Puis je suis aussi content de vous voir en si grand nombre parce que ça montre tout l'intérêt que suscite la thématique des langues minoritaires. J'ai donc le plaisir de vous présenter Rémi Carbonneau, qui est nouveau professeur au département de littérature et de langue du monde. Il s'intéresse aux politiques et régimes linguistiques, aux rapports conflictuels entre les langues, au nationalisme, ainsi qu'aux conditions de revitalisation et de normalisation des langues minoritaires en Europe et en Amérique du Nord. Il a publié le livre « Fédéralisme et légitimité des langues minoritaires » en 2023, qui analyse l'évolution des politiques et conflits linguistiques en Allemagne et en Espagne. Il est également co-éditeur de l'ouvrage Dimension of Cultural Security for National and Linguistic Minorities, paru en 2021. Alors, bienvenue, Rémi. À ses côtés se trouve Yvette Molène, professeure au département de linguistique et traduction. Originaire de la communauté Innu d'Ekuanishit. Yvette, je pense qu'il faudrait que je prenne tes cours d'Innu. Donc, qui est située dans la baie de Mingan sur la Côte-Nord. Elle a consacré sa carrière à la protection et à la valorisation de sa langue maternelle. Sa plus grande ambition, assurer la survie de la langue innu en favorisant le développement d'un intérêt pour cette langue descriptive au vocabulaire riche et complexe, tant chez les jeunes autochtones que chez les non-autochtones. Yvette Molène enseigne d'ailleurs la langue innu aux étudiants et étudiantes, et bientôt à moi, dans notre université depuis 2017. Lauréate en 2021 du prix Gérard Morisset, la plus haute distinction accordée à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois, Yvette Molène est également décorée de la médaille du couronnement du roi Charles III en 2024, et aussi membre de l'Ordre national du Québec depuis 2024. Alors, félicitations, Yvette, et merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Éric Viladrich, chargé de cours et conseiller en programme d'études catalanes et pour le baccalauréat en langue moderne au département de littérature et de langue du monde. Éric est également directeur de la médiathèque en études catalanes, coordonnateur de cours de langue et conseiller technopédagogique au Centre de langue de la faculté. Éric est président du Cercle culturel catalan du Québec, membre de la North American Catalan Society et membre du conseil d'administration de la Société pour l'enseignement et la recherche du catalan, langue étrangère. Merci, Éric, d'être avec nous ce soir pour cette discussion. Et enfin, Chantal Srivastava, journaliste scientifique invitée à la faculté, animera une fois de plus la discussion. Chantal s'est fait connaître à titre de journaliste reporter national à l'émission Les Années-Lumière de 1999 à 2024. Elle continue maintenant d'intervenir dans des émissions de Radio-Canada pour analyser et commenter l'actualité scientifique. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Chantal, et merci aux panélistes. Bonne soirée, bonne discussion à tous et à toutes.
Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur de voir une salle pleine comme ça pour aborder ce type de sujet qui peut avoir l'air vraiment niché, mais qui est hyper fondamental, comme on va le voir, puis comme vous le savez, probablement encore mieux que moi. Question comme ça, survol de la salle. Est-ce qu'il y a des habitués des carrefours du savoir, juste pour voir un peu quel genre d'indication je dois vous donner? Non. Alors, je vous résume grosso modo comment va se passer l'heure et demie qu'on a devant nous. On va commencer tout d'abord par un dialogue à 3 voix. Carrefour du savoir, c'est justement pour ça. C'est pour croiser les visions, les points de vue, les analyses, les constats qu'ont fait les panélistes qui sont ici ce soir, puis voir quel est le point de convergence entre eux, puis qu'ils enrichissent vraiment les discussions au fur et à mesure qu'on progresse. Donc ça, on y va pour à peu près une petite heure. Par la suite, il y a un volet où on se tourne vers vous dans la salle. Si vous avez des questions à poser, on vous demande donc d'adresser aux panélistes des questions. Il y aura des micros qui seront positionnés de part et d'autre de la salle. Puis on va avoir une petite demi-heure là, pour répondre à vos questions que vous allez adresser aux panélistes. Des questions donc on vous demande de faire courtes, bien ciblées, d'éviter de partager trop longuement les points de vue, les commentaires, les observations. Après, vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment aller puiser dans le puits de connaissances qu'on a ici avec nous ce soir. Petite intendance aussi, vous faites attention au téléphone cellulaire, vous pouvez les garder si c'est vraiment important, mais mettez-les pour pas qu'on entende le bruit, parce que tout ce qui est ici ce soir est capté pour une diffusion ultérieure en ligne là, sur une chaîne YouTube, donc associée à la faculté. Donc, merci d'être là. Puis, c'est pour vous, cette soirée-là. Alors, profitez-en. Puis, allez-y de vos questions aussi. Souvent, à la fin, les gens sont timides. Là. Moi, je peux faire du millage très longtemps, des formations professionnelles, mais c'est à vous de poser des questions. Profitez-en. Vous êtes ici ce soir avec ce panel. Alors, première chose que j'aime toujours voir pour mettre un peu la table, c'est qu'à tour de rôle, vous m'expliquiez, Rémi, Yvette, Éric, pourquoi vous avez eu envie de venir ici ce soir pour aborder ce thème de discussion-là. Donc, ça va nous permettre de camper qui vous êtes, mais aussi ce qui vous anime, ce qui vous branche, ce qui vous allume, puis pourquoi vous êtes ici ce soir. Qui veut plonger en premier? J'y vais dans l'ordre, sinon, Rémi, à ma gauche. Dans mon cas, ça a été beaucoup de temps passé en Europe où est-ce que je me suis retrouvé avec plein de gens qui parlaient plein de langues différentes. Puis à travers ça, des gens qui étaient en situation minoritaire, ça m'a amené par ricochet, à réfléchir à ma propre identité comme Québécois, mais aussi comme Wolastoqiyik, Malécite, si vous préférez, où est-ce qu'on a perdu notre langue il y a déjà presque plus qu'une centaine d'années au Québec. C'est encore parlé au Nouveau-Brunswick. Et puis, toute la question des rapports de pouvoir sous-jacents qui sont liés à pourquoi certaines langues deviennent majoritaires, d'autres minoritaires. Et puis, le fait que dans beaucoup de situations, c'est souvent les mêmes personnes qui sont prises pour faire la courbette, pour reprendre les mots du philosophe Philippe Van Parijs. Voilà. Donc, les aspects politiques qui vous Oui, intéressent, entre autres. absolument. Yvette? Moi, c'est parce que ma langue est vraiment en situation en danger, là. Danger. Tu sais, je lis beaucoup de choses depuis, tu sais, depuis qu'on a eu des rencontres pour parler de ce qui s'en venait. Puis, en tout cas, ce que j'ai lu, là, j'ai trouvé ça très triste par rapport à ma langue, la situation de ma langue maintenant. Toutes les langues qui sont dans le monde, combien il y en a qui sont disparues, qu'est-ce qui s'est passé, je me retrouve là-dedans. C'est un peu pour ça que je suis venue en discuter, parce que je trouve ça important de parler de la situation des langues autochtones, et puis de la mienne aussi. C'est pour ça que je suis venue. On pourra y revenir parce que j'aimerais vraiment, puis tous les trois, je m'adresse à vous trois parce que vous avez un regard croisé là-dessus, mais quels sont les indices? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'est-ce qui vous fait dire dans la connaissance que vous avez, le vécu que vous avez aussi, parce que je pense que cet élément-là aussi, que votre langue, l'innu, est menacée. Éric? Oui, moi j'ai le goût de dire tout d'abord, grâce à la qualité de mes collègues, moi, que j'ai une grande admiration pour le travail qu'a fait Yvette. On travaille depuis quelques années, donc je suis vraiment ravi de partager une scène. C'est la première fois qu'on peut le faire. Rémi, quoi dire d'un ancien étudiant qui a fait tous les cours possibles à l'époque de catalan. Il doit le voir aller maîtrise, doctorat et spécialisé, que sa thèse
et le pays catalan dans son domaine de recherche des études. Donc, c'est vraiment un honneur je ne pouvais pas dire non. Et aussi pour dire qu'il y a un réseau de 140 universités à travers le monde où l'on enseigne le catalan. Puis je suis convaincu qu'il n'y aurait pas un seul de mes collègues qui dirait non, qui refuserait une belle invitation comme celle-là. Parce qu'en étant moi-même catalan d'origine, ces éléments-là voilà, on a toujours entendu parler chez nous, langue en contact, diglossie, substitution linguistique, l'état du catalan en Catalogne, en France, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce qu'on parle de langue minoritaire, minorisée? Mais peut-être pour aller plus dans le personnel, peut-être l'anecdote du nom que vous voyez, mon prénom, Eric, et non Eric. C'est que j'ai appris à l'âge de 12 ans que mon prénom avait besoin d'un accent grave, Eric, parce que la prof de catalan m'a vraiment mis une faute sur mon prénom et j'ai perdu 2 décimales de mon examen. Et là, tout d'un coup, j'étais un peu comme choqué, puis fâché. Il se dit, mon prénom, il y a un accent et je ne le savais pas. Vous l'aviez écrit comment? Sans accent, Sans tout accent. simplement? OK. Et tout d'un coup, j'étais petit, mais avec le temps, et surtout quand j'arrive au Québec, je vois la différence, parce qu'on va pouvoir en discuter. La Catalogne a beaucoup appris du Québec vis-à-vis d'aménagement linguistique, politique d'harmonisation linguistique, mais quand, avec le temps, je me suis rendu compte que mes parents, qui n'ont jamais appris le catalan à l'école, ne savaient même pas que le prénom de leur enfant portait un accent. Donc, se rend compte que toute une génération de baby boomers, ceux et celles qui ont 75 ans ou plus, il y a à peu près 40 % qui peuvent écrire leur langue maternelle à cause d'une dictature de 40 ans. Ça nous amène aussi à dire à quel point différents âges, différentes situations, ma grand-mère, qui a été scolarisée dans les années 30 pendant la Deuxième République espagnole, elle pouvait écrire le catalan, pas la génération de mes parents. Bref, c'est sûr et certain que tout ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est des choses qui sont dans ma tête depuis mon enfance, adolescence. Et depuis que je suis au Québec, je vois un regard un peu plus éclairé sur certains enjeux et comparaisons, mais on pourrait y revenir. Bien, merci d'être ici. Puis je suppose qu'on va aborder des éléments personnels. Vous l'avez évoqué, des éléments aussi de connaissance. Vous avez évoqué le rôle de l'éducation, de l'école, entre autres. On va sûrement y revenir. Mais premier élément que je voudrais voir, c'est de l'extérieur, là, lequel d'entre vous pourrait nous brosser un portrait de l'état des connaissances quant à ce phénomène de l'érosion des langues? Est-ce qu'on a une définition de ce que c'est une langue minoritaire? Vous avez dit minorisée aussi. Est-ce qu'on sait comment, d'un point de vue de la littérature scientifique, comment on aborde ce phénomène-là, comment on le définit, comment on le cerne? Bien, il y a plusieurs catégories. C'est un peu complexe, puis souvent, ça varie des fois en fonction des différentes disciplines, mais si je reviens à un livre qui avait été, qui a eu beaucoup de succès, qui a été publié en philosophie politique, un livre de Will Kimlicka qui est sorti en 1995, Multicultural Citizenship, qui fait la différence entre différents types de minorités. Je voudrais déjà faire la coupure déjà ici, qui fait la différence entre les minorités historiques puis la diversité issue de l'immigration, qui sont plus des groupes diasporiques, en fait. Donc, quand on parle de minorités linguistiques, on fait surtout allusion aux minorités qui étaient présentes sur le territoire de l'État avant sa constitution. Donc, les minorités qui sont, pour ainsi dire, dans leur territoire là, historique de peuplement. Donc, on fait allusion à ça. Et puis à une certaine légitimité historique par rapport à différents droits, mais notamment au droit linguistique, le droit de pouvoir continuer à parler sa langue, et puis chez soi. Et puis, Éric a mentionné un mot-clé. On parle beaucoup de langues minoritaires, mais il faut savoir que les langues minoritaires sont souvent des langues minorisées, c'est-à-dire des langues qui, avant des bouleversements politiques, économiques, sociologiques, étaient majoritaires sur le territoire où elles se sont développées. C'est le cas clairement du catalan, c'est le cas de l'Innu sur une partie de ce qu'on appelle la Côte-Nord aujourd'hui comme région administrative. Pour ce qui est des minorités, plus généralement, je vais arrêter avec ça pour le moment. Pour ce qui est des minorités, il y a plein de définitions différentes, mais je voudrais peut-être juste rapidement donner une qui est quand même assez consensuelle. C'était celle du rapporteur spécial de l'ONU, Francesco Capotorti, qui a écrit dans un rapport environ 1980, où est-ce que pour lui,
puis on va se référer en partie à ça. Une minorité, c'est un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un État, en position non dominante, dont les membres ressortissants de l'État possèdent du moins du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent du reste de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité à l'effet de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue. Voilà. Donc, une définition. Yvette, quand vous entendez Rémi parler puis que vous évoquez les inquiétudes que vous avez par rapport à votre langue, l'inou, est-ce que comment vous transposez ce qu'il nous dit, ces constats faits par un rapporteur sur l'état des minorités et des langues? Comment vous transposez ça dans la réalité que vous vivez, que vous voyez, vous observez sur le terrain? Quand j'ai pensé à la question, je me suis dit l'érosion, ça me faisait penser sur la Côte-Nord, il y a l'érosion des berges à cause des vents, des vagues. Ben, c'est un peu ça aussi pour l'Innu, c'est les vagues qui font que la langue tranquillement disparaisse. Au début, Rémi a mentionné l'idée que dans le territoire où mes ancêtres vivaient, il y avait juste l'Innu. Il y avait juste les autres langues autochtones qui étaient là. Il n'y avait pas le français ni l'anglais. Donc, c'est un peu ça, là, c'est le commerce qui a fait que les langues rentrent chez les Autochtones. Et c'est un peu ça, ça me faisait penser l'érosion. L'érosion, ça veut dire que c'est en train de tranquillement se vider, se vider de tout ce qu'on connaît. Et en plus, la situation des langues, au tout début, avant l'arrivée des Européens, les Inuits étaient nomades, rencontraient d'autres nations et parlaient leur langue chacun. Se comprenaient probablement parce que moi, quand j'entends les cris, les Atikamekw, je les comprends. Et c'est ça, c'était juste eux qui étaient là, qui parlaient leur langue. Il n'y avait pas personne qui était là pour leur dire, on est là, nous, il faut que vous parliez avec nous. Et c'est un peu le fait que maintenant, on doit vivre comme ça, de vivre avec tout ce qui nous entoure, parce qu'on n'a pas le choix là, de vivre de cette façon-là. La langue... Et il y avait deux façons de parler. Maintenant, là, il y a deux façons de parler, je dirais. Il y a la langue qui était dans le territoire et qui est encore dans le territoire. Les enfants, on les amène dans le territoire, puis ils peuvent apprendre. Mais il y en a beaucoup qui restent dans la communauté parce que la langue aussi est dans la communauté, ne s'éloigne pas de la communauté. Donc, il y a deux niveaux de langue. Il faut intégrer la langue du territoire dans l'école. Mais des fois, l'école, il faut la faire en territoire. C'est un peu ça maintenant qu'il faut regarder dans l'apprentissage. Et c'est un peu... Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis pour la conservation, le maintien des langues. Est-ce que vous reconnaissez certains éléments propres à ce que vous avez observé quand vous étiez en Catalogne plus petit, puis qu'on vous a enlevé des points parce que le E était pas comme il devait l'être? Non, je suis à la question, puis au commentaire justement, peut-être j'en profiterai pour faire une démonstration à partir du cas du catalan par rapport, est-ce qu'on parle de langue minoritaire, langue minorisée, donc tout dépend aussi du point de repère et de référence. Donc, je me suis permis quelques petites diapositives. On m'a donné la permission. Donc, quelques étudiants dans la salle les ont déjà vues. Alors, pour comment la Catalogne se présente, comment la langue catalane se présente à l'étranger, je me sers ici de ce qui avait été préparé pour Expo Langue Paris 2010. Donc, c'est l'Institut Ramon Llull, c'est vraiment l'organisme chargé du rayonnement de la langue et la culture catalane qui avait préparé une exposition avec toutes les données statistiques pour vraiment présenter la langue catalane, donc le catalan, la langue de 10 millions d'Européens, en 2010, avant l'écriture épicène. Bref, et vous voyez ici la belle carte de l'Union européenne avec les langues officielles en Europe, données de 2010, et on place le catalan. Et donc, vraiment, le résumé, c'est une langue de taille moyenne, parce qu'en termes de locuteurs, donc il est au-dessus de 11 autres langues en Europe qui ont moins de locuteurs. Souvent, on pense France, français, Espagne, espagnol, ainsi de suite. Donc, déjà, à l'intérieur même, pour les Catalans, ce n'est pas Catalogne, il y a catalan. Il y a le concept
de territoires de langue et culture catalane des pays catalans. Donc, la complexité pour une langue comme les catalans, c'est qu'on parle de 7 territoires qui vont être répartis sur 4 États en Europe. À ce moment-là, donc, officiel dans la principauté d'Andorre, qui est un pays souverain. Donc, c'est pour ça que les Catalans sont à l'ONU au même titre que les autres langues. Nous avons aussi les communautés autonomes qui se trouvent en Espagne, Catalogne, Valence, le Baléares et une partie de l'Aragon. La Catalogne du Nord, donc Perpignan, département des Pyrénées-Orientales. Et puis en Sardaigne, moins connue, donc notre point enclave en Sardaigne avec des descendants de Barcelonais qui se sont installés au XIVe siècle. Donc si on regarde cette carte, en Catalogne, on peut dire que oui, suite à toute la législation qui a opéré contre la langue catalane, c'est une langue qui a été minorisée, mais avec toutes les politiques qui ont eu lieu depuis les années 80, fortement inspirées du Québec. La loi Sens a été vraiment clé pour la création de la loi de politique linguistique, loi de normalisation linguistique de 83, les classes d'accueil, la catalanisation, donc vraiment inspirée de la francisation. Donc, les Catalans vont se dire, non, c'est une langue, vraiment, il y a quelques domaines, quelques éléments que ce n'est pas comme le Québec, mais on ne parlera pas de langue minoritaire, parce qu'il y a quand même une large partie de la population qui la parle, et statistiquement parlant, etc. Par contre, si on regarde la Catalogne du Nord, devant tous les 68 millions de la France, donc effectivement, le catalan en France est une langue minoritaire. Et non seulement ça, c'est une langue qui a vraiment, vraiment souffert de baisse statistique, dans le sens qu'il y a eu une coupure générationnelle, et c'est ce que me fait penser ce que disait Yvette, vraiment à quel point le paradoxe, et c'est souvent difficile à comprendre, mais quand il y avait une dictature en Espagne, ça n'a jamais empêché la génération de mes parents et de mes grands-parents de transmettre la langue oralement. Mes parents ne savaient pas l'écrire, mais ils ont toujours parlé. Ils pouvaient toujours se faire réprimander. La police pouvait mal réagir si seulement pour les entendre parler catalan, mais la langue, la transmission était là. Par contre, en France, pendant la même période, dans la Ve République, dans les écoles à Perpignan, c'était écrit « ni cracher, ni parler catalan ». Et s'il y avait un étudiant, un enfant qui parlait, d'abord aussi on change, on fait venir des enseignants d'ailleurs qui ne parlent pas le catalan pour s'assurer que la langue véhiculaire est vraiment le français et pas la catalane. Si un élève, on l'entendait parler catalan, donc il était puni, on prenait les faces, on lui donnait, puis cet étudiant-là, cet élève-là savait qu'il allait rester pour nettoyer la salle de cours. Mais il pouvait faire quelque chose pour se débarrasser de ces châtiments. C'était d'avoir une oreille très attentive. Et si jamais il entendait un autre de ses collègues parler catalan... Ça inspire la délation. Délation. Ouais. Voilà, vous êtes ciblé. Donc, le paradoxe, c'est que la dictature s'est pris des moyens tellement grossiers que le combat en clandestinité ou des forces politiques, la société civile qui se battait pour la démocratie, on associe la langue et la démocratie dans le même combat contre la dictature. Tandis qu'ailleurs, il suffit juste de répandre les mots affreux de patois. Tout ce qui n'est pas français en France, c'est du patois. Donc, passer le message que ce n'est pas la langue qui convient pour l'avenir de vos enfants. Donc, il y a beaucoup de catalanophones qui ont cessé d'apprendre le catalan. Et maintenant, avec quelques initiatives, on y reviendra plus tard. Donc, on pourrait voir comment les écoles se remettent à enseigner le catalan. Les chiffres datent de 2010. Vous disiez 15 ans plus tard, c'est toujours à jour ou il y a eu une diminution, augmentation, variation? Par rapport à la moyenne des personnes qui parlent le catalan, ça, c'est la moyenne entre ceux qui le parlent et ceux qui le comprennent. Donc, c'est 11 millions qui le comprennent, 9 millions et demi qui le parlent. Ils ont fait la moyenne vraiment belle pour la fiche. Mais non, la chance du catalan étant... On parle de locuteurs qui ont cessé de le parler en France, mais le catalan, grâce à la catalanisation, à l'inspiration de la francisation, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris. Donc, à peu près la moitié de gens qui parlent le catalan de nos jours n'avaient pas le catalan comme langue maternelle. Donc, c'est énormément de gens hispanophones ou des gens qui viennent du Maghreb, de l'Amérique latine ou de l'Europe de l'Est qui ont appris le catalan. Donc, une transmission, un mot-clé dans ce... Vous aviez d'autres éléments d'information aussi que vous vouliez nous montrer? Je peut-être... Ouais. Voilà, juste pour la carte. En fait, la carte de l'Europe, très réductionniste, on s'y prend juste par rapport aux langues officielles. Donc, on voit déjà toutes ces couleurs qui apparaissent.
Donc, proche du catalan, donc, vous avez toujours en Espagne le basque, les galiciens. Où vous voyez l'occitan au sud de la France, le franco-provençal. Je profite de dire que nous avons au département de littérature et langue du monde un expert sur le franco-provençal, qui est notre directeur Manuel Meun. C'est écrit arpitan, je l'ai changé pour toi, Manuel, franco-provençal. Bref, donc la richesse et diversité est là. Et donc, en Catalogne, pour aller droit au but, ce qui présentait cette exposition était le texte tel quel, c'était le catalan, à différence des langues dites minoritaires, se place parmi les langues européennes de population moyenne par statut juridique, donc langue officielle en Andorre, co-officielle en Espagne, etc. Présence dans l'Union européenne, ce n'est pas une langue officielle, mais de temps en temps, et dépendamment de force et de la présidence du Parlement européen, c'est une langue qu'on peut utiliser ou non au Parlement européen en attendant l'officialisation. La démographie, on parle quand même de 10 millions de personnes, deuxième langue le plus parlée en Espagne. Tradition littéraire, 800 ans de littérature catalane. Et très important pour les langues en situation minoritaire et minorisée, la standardisation. Les travaux ont été faits il y a un siècle, donc juste avant la dictature de Franco. Donc, la reprise pour faire du catalan une langue normale, donc était facile dans le sens qu'il était une langue pleinement codifiée, avec un consensus parmi les locuteurs. Et là, par contre, la partie de situation socio-linguistique, c'est là que c'est moi qui ajoute en Catalogne, parce que là, on voit que vraiment, il y a une transmission de génération en génération sans interruption. Langue véhiculaire de l'enseignement public. Et là, dans ma famille, pour revenir à la famille, je suis la première génération de ma famille que de la maternelle à l'université, ça a été tout en catalan, ce qui n'est pas le cas des autres membres de la famille, des générations. Langue de l'université, donc il n'y a pas un réseau catalanophone ou castillanophone. Et la langue présente dans les médias, Internet, domaine Internet.cat, réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la réalité en Catalogne. Mais effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas pour les Catalans en Sardaigne, où il y a vraiment 15-20 000 personnes qui parlent le catalan, mais vraiment un vieillissement de la population. Et les Catalans aussi, probablement, les Catalans de Catalogne, il y a un regard particulier par rapport aux termes minoritaires, parce qu'à l'intérieur même de la Catalogne, il y a une diversité qu'on reconnaît et qu'on vraiment statué d'un point de vue officiel, parce qu'en Catalogne, il y a 3 langues officielles. C'est dire la llengua pròpia i oficial de Catalunya és el català. El castellà també hi és oficial com a llengua oficial de l'estat espanyol. La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i també és oficial a Catalunya. Finalment, la llengua de signes catalana y té un reconeixement officiel explícit. Donc, pour résumer, ça veut dire que chaque langue a son statut dans une région géographique donnée, selon la réalité sur le terrain? Alors, en Catalogne, il y a juste la pointe nord-ouest que vous voyez ici. Il y a 4000 personnes qui parlent aranais, qui parlent occitan. Et donc, il y a une reconnaissance. Donc, c'est langue officielle également en Catalogne, en reconnaissance justement à ces faits-là. Et même la langue de signes catalane aussi est explicitement reconnue. Donc, c'est aussi un élément important de reconnaissance de ses propres minorités à l'intérieur même de la Catalogne. Bien, merci, Éric, pour ce portrait. Voilà. Puis, Yvette, je me tourne vers vous. Quand vous voyez ces informations-là, comment on peut essayer d'avoir... Est-ce qu'on a les données pour avoir un portrait un peu de la situation pour des langues comme l'innu? Est-ce qu'on... puis peut-être aussi de manière anecdotique, et Éric disait, on interdisait de parler, ça me sonne des cloches, ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a porté ombrage aussi à la transmission, à la pérennité de nos langues autochtones ici aussi. En tout cas, ce que je viens de voir, Éric, là, vous êtes riche, je dirais. Avec le nombre de personnes qui parlent la langue, avec tout ce que tu as présenté, nous, je pense qu'on est une population d'Inuits au Québec et au Labrador à peu près 27 800 personnes Inuits. Et il y a à peu près 8 000 locuteurs de la langue. Et déjà, on voit la différence entre le parler. Les jeunes ne comprennent plus les aînés et vice-versa. Et souvent, dans une maison, des fois, les enfants, on ne leur parle même plus. On leur dit, ben va dans ta chambre, puis fais tes affaires. Puis lui, il apprend l'anglais. Il parle anglais avant de parler français. Il parle l'anglais avant de parler inou. Et c'est un peu ça la réalité dans certains milieux.
Et la langue d'enseignement à l'école, c'est dans un cycle de 7 à 9 jours, tout dépendant de l'école. Des fois, l'Innu est enseigné dans chaque niveau une journée, une heure à tous les 2 semaines. Puis quand on calcule le nombre d'heures qui est enseigné pendant une année scolaire, 10 mois, c'est à peu près 40 heures de langue Innu à un enfant. Alors que moi, j'ai dans une session à l'automne, une session à l'hiver, je donne 45 heures de cours. Puis je trouve ça tellement aberrant quand je fais ça. Mais c'est un peu... en plus de ça, c'est que ce que je trouve un peu très difficile, c'est de voir comment les locuteurs eux-mêmes n'ont pas conscience que la langue est en danger. Il y en a beaucoup, beaucoup moins maintenant qui s'inquiètent de la disparition des locuteurs, par exemple. Des plus jeunes, il y a des fois des enfants qui... quand j'ai commencé à travailler à Sept-Îles, à l'Institut Djarapé, j'avais fait à peu près un bilan de combien de locuteurs il y avait dans les communautés avec lesquelles j'ai travaillé. Et je voyais dans une population, dans cette communauté-là, il y a 500 personnes, il y en a juste 5 qui ne parlent pas. Puis ces 5 personnes-là, parce que c'est des gens qui ont épousé des Inuits. C'est un peu ça, la réalité. Et maintenant, ça tend à changer. Il y a certaines communautés où on disait, il y a 75% de locuteurs, mais maintenant, c'est l'inverse. Il reste juste l'autre pourcentage là, qui parlent, alors que les autres, les enfants, ne parlent pas. C'est comme si, avec ça, la transmission ne se fera plus. Si les parents sont comme, dès qu'un enfant leur parle en français, ils vont continuer en français. Ils vont pas... c'est le français qui est là. Et même mon neveu qui me disait, mon garçon, il parle anglais. Mais j'ai dit, où est-ce qu'il l'a appris? Tu ne parles même pas anglais, toi? Il l'a appris dans les jeux, la télévision, les jeux vidéo, tout ce qui est médias sociaux. C'est là que les enfants apprennent la langue. Fait que merci tous les deux pour nous avoir donné un portrait de la situation. Bon, on va essayer de partir d'ici avec peut-être aussi des solutions, des perspectives pour voir comment on peut améliorer la situation. Mais avant de tomber peut-être en mode solution puis voir comment on peut améliorer la transmission, la pérennité, Rémi, quand vous entendez ça, est-ce qu'on peut identifier des facteurs clés là, qui jouent un rôle dans la transmission, dans la façon de préserver, d'assurer la présence, je parlerais même dans certains cas de survie d'une langue? Quand on regarde ça, quand vous voyez ces situations-là décrites, parce que si on connaît les facteurs, on peut essayer peut-être de s'arranger pour amoindrir leur effet puis favoriser ce qui donne un coup de pouce aux langues qu'on a peur de voir partir. Oui. Vraisemblablement, il y en a, puis il y en a beaucoup. Il y a des facteurs politiques, économiques, sociologiques. Sociologiques aussi, ça inclut des facteurs idéologiques comme les idéologies linguistiques. Qui sont... C'est-à-dire? Les croyances qui sont en circulation dans la société, là, tant dans la société majoritaire puis minoritaire sur l'utilité de savoir une langue ou pas, les préjugés qui sont reliés à ça. Souvent, il y a des liens avec la vie socio-économique, comme telle langue, ça ne sert à rien de l'apprendre parce qu'on ne va rien faire avec. C'est une langue de pauvres paysans, c'est un patois, etc. Pour ce qui est des facteurs politiques, une politique linguistique, il faut se souvenir que c'est, en fait, il y a tous les facteurs politiques. Les facteurs politiques, là, ça passe un peu par la politique linguistique, mais la politique linguistique, ça peut être vraiment large. C'est tout type de décision qui va être pris pour orienter l'usage d'une langue sur un territoire donné. Qui prend les décisions? Là, il y a des débats entre les politologues là-dessus, mais évidemment, toutes les instances étatiques, mais ça peut être aussi des acteurs sociaux qui ont un certain poids social là, dans un environnement donné. Donc, les politiques linguistiques, il peut y avoir des politiques linguistiques d'assimilation, de laisser faire. Des fois, de ne pas prendre de décision, c'est encore pire que d'en prendre une. C'est le cas notamment de la France, je vais revenir. Des politiques de revitalisation,
de redonner de la vie. En anglais, il y a certaines nuances, on va dire revival, donc vraiment d'insuffler la vie, là, ou de ressusciter une langue. Il y a des sociolinguistes comme Joshua Fishman qui vont dire ben là, c'est pas si évident que ça. Il y a plusieurs stades qui peuvent se chevaucher, tout ça, sans rentrer dans les détails. Puis un stade plus loin, c'est un concept qui a été introduit notamment en Catalogne autour des années 80, quand on a mis sur pied une direction générale de politique linguistique en 1980, qui a fait boule de neige dans le reste de l'Espagne, qui est une organisation, c'est un département étatique qui est responsable de la mise en œuvre de la politique linguistique. Donc la normalisation, c'est vraiment plus loin que la revitalisation. On veut faire en sorte, Éric, j'ai vu le mot apparaître dans son PowerPoint, il y a le mot normalité. Donc, c'est l'idée c'est pas juste de donner un coup de pouce à la langue pour se maintenir plus ou moins, c'est vraiment d'aller au-delà puis de faire en sorte que la langue puisse être parlée dans différents domaines d'usage d'une manière normale. C'est-à-dire que moi, si je sors, je peux parler à l'université en français ici. Si je sors, je me commande un taxi, je peux parler en français. Après, si j'arrive à l'épicerie, je peux parler en français. J'ai besoin d'un service gouvernemental, je peux parler dans ma langue, etc., etc. Donc, tous les domaines d'usage où c'est possible d'avoir des institutions qui sont en mesure de nous fournir des services. Donc là, je me rapproche pour les sociologues entre vous, peut-être de la théorie de la complétude institutionnelle de Raymond Breton, où est-ce que plus une minorité est complète institutionnellement dans un domaine d'usage de langue, bien, mieux la langue elle va être capable de maintenir ses membres, donc en l'occurrence des locuteurs, dans la communauté linguistique. Donc au niveau politique, je vais faire un pas derrière là, pour revenir aux causes. Bien, la politique linguistique, elle peut être une politique d'assimilation, qui est clairement explicite, où c'est vraiment clair, comme dans le cas espagnol, la dictature franquiste, mais même avant, dans le cas de l'Espagne, c'est juste que l'Espagne n'avait pas la force de mettre en œuvre ces politiques-là, mais on voit à travers le 19e siècle, peu importe les régimes politiques qui étaient là, qu'il y a eu de la législation, des édits du roi, des fois, des ordonnances, des lois, bon, bref. Mais ça peut être aussi une politique de laisser-faire. Comme par exemple le cas paradigmatique, c'est évidemment la France. On part, je ne veux pas faire toute l'histoire, mais on part de l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, où est-ce qu'on on commence par faire du français la loi du royaume et tout ça, pour après ça. Donc à l'époque, c'était pas vu contre les langues qu'on appelle dites régionales en France, parce qu'on ne peut pas parler de langue minoritaire en France. J'y reviendrai plus tard, un peu plus loin dans la discussion. C'est un tabou. Et donc, ça a commencé par ça. Puis il y a eu plusieurs, au fil des régimes linguistiques, puis particulièrement à partir de la Révolution, on a commencé plus on insufflait du prestige aux locuteurs du français qui étaient minoritaires pendant très longtemps en France. Plus on en enlevait aussi aux autres langues françaises, en fait. Hein. Et puis, donc, à partir de la Révolution, on commençait à s'instaurer cette espèce de nomenclature, là, de patois, de tout ce qui n'est pas du français, du patois, qui veut dire finalement parler mal une langue. Puis vous allez retrouver ce concept-là. Ça existe en Espagne, ça existe dans presque tous les pays, en fait, qu'on a toujours des mots connotés négativement pour parler d'une langue qui n'est pas la langue hégémonique dans un État. Et donc en France, on a eu une politique explicite pendant longtemps, mais à partir d'un certain moment, le paradoxe, c'est qu'au moment où il commençait à avoir du relâchement, notamment à partir dans l'après-guerre, en 1951, on a la première vraie loi, la loi d'Exon, qui permet l'enseignement du catalan, de l'occitan, du basque et du breton. Un peu plus tard, il va venir le corse quand on va reconnaître que c'est pas de l'italien, en 1974, je pense. Donc, ça a permis d'avoir des cours à l'école, mais de manière... des cours au choix, puis souvent en dehors des horaires, puis qui ne sont pas cumulés dans les notes, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on est passé d'une politique d'assimilation à une politique d'une espèce de laisser-faire, c'est-à-dire qu'on ne s'en occupe pas. Puis, on va revenir plus tard, en 92, on va enchasser dans la Constitution, à l'article 2, le français est la langue de la République. Bon, je vais vous éviter tout l'historique, là, mais on navigue entre interdire et puis fermer les yeux.
Mais fermer les yeux, souvent, ça veut aussi dire qu'on ne réglemente pas. Donc, on a des langues qui ont besoin d'avoir de la réglementation pour qu'on puisse faire en sorte qu'elles réintègrent des domaines desquels elles ont été exclues. Donc, on fait juste fermer les yeux, puis on ne légifère pas parce que le travail se fait de lui-même. Puis je vais terminer avec ça, que ce soit dans ce cas-ci ou dans d'autres cas. Je ne vais peut-être pas terminer avec ça. Mais je vais dire juste un dernier aspect sur le politique, puis je vais revenir avec... en fait, je vais finir avec l'exemple français. Je pense que ça, c'est des facteurs politiques, mais il y a des facteurs aussi, des facteurs économiques, comme par exemple, avec l'industrialisation de la France, des régions, on a eu une espèce de déportation technique, mais aussi ethnique. Je vous parle beaucoup des travaux du linguiste Robert Laffont, qui vient d'Occitanie. Et puis, où est-ce qu'on faisait en sorte qu'on envoyait des spécialistes, des techniciens qui venaient de l'Île-de-France, de Paris, pour les envoyer dans les différentes régions pour prendre des postes de cadre. Puis, au même moment, on avait des gens qui venaient d'Occitanie, de Bretagne, de Catalogne-Nord, qu'on envoyait à Paris travailler, faire un peu le travail que les gens de là-bas ne voulaient pas faire. Donc, il y a vraiment des conséquences économiques vraiment importantes sur les langues minoritaires. Aussi, le fait que l'économie amène des gens de différentes langues à rentrer en contact, ce qui fait en sorte qu'il y a des dynamiques souvent implicites qui font en sorte que la langue la plus puissante s'impose, ne serait-ce qu'on a 20 personnes qui parlent une langue minoritaire, une personne qui parle une langue majoritaire, bien, tout le monde va switcher pour parler cette langue-là. Donc, il y a beaucoup de ces dynamiques-là. Puis sociologique, j'ai mentionné un peu les croyances qui sont dans la société. Mais le politique est vraiment important parce que quand on commence à aller au-delà des politiques, évidemment, d'assimilation, des politiques de laisser-faire, peut-être qu'on peut aller vers la revitalisation puis la normalisation. Puis un des gestes les plus importants qu'on peut faire, c'est de mettre en place comme ça a été fait en Catalogne, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des organisations, des institutions de mise en œuvre de la politique linguistique ou, en fait, qui vont être responsables de l'aménagement linguistique, qu'on appelle parfois planification linguistique, là, qui est un peu un anglicisme. Puis, il y a 3... Je voudrais entendre Yvette là-dessus, moi, qu'on plonge dans les solutions. J'ai 3 mots à rajouter avec le champ lexical qui vient. Donc... on a besoin de ces trois aspects-là pour la politique. On a besoin aménager le code. Il faut faire en sorte que standardiser les langues pour qu'elles puissent être apprendre, plutôt qu'à d'avoir trop de dialectes. Ça peut avoir un effet rébarbatif pour les locuteurs. Après ça, l'aménagement du statut, faire en sorte qu'on puisse parler une langue autochtone aussi, une langue comme langue minorisée dans plus de domaines d'usage, donc de lui donner un statut social. Puis il y a l'aménagement, évidemment, de l'acquisition, de l'apprentissage. Donc, il faut faire... L'école, c'est très important. Donc, comme justement Yvette l'a mentionné tout à l'heure, pour la langue Innu, c'est vraisemblablement un problème où est-ce que même à l'école, on a du mal à l'enseigner parce qu'on n'a pas les ressources. Puis on pourrait s'imaginer que dans un contexte comme le Québec où la question du français est toujours à l'avant-plan, en mettant de langue minoritaire en Amérique du Nord, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une plus grande sensibilité, puis peut-être une plus grande disponibilité à mettre des ressources vraiment à la disponibilité des langues qui sont malheureusement, qui ont été vraiment beaucoup malmenées. Bien, merci Rémi pour ce survol. Yvette, je me tournais vers vous parce que je vous voyais hocher de la tête. J'aimerais savoir de ce que vous percevez de la situation de l'Innu dans les communautés. Vous avez fait référence sur le territoire aussi. Comment on transpose ces éléments-là théoriques pour voir un peu à quelles caractéristiques, quelles sont les missions pour passer en mode solution? Comment on transpose ça sur le territoire, sur le terrain? Comment on fait ça dans le cas de l'Innu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans le fond, dans les écoles, comme je disais, la langue d'enseignement, c'est le français. On enseigne l'Innu à certaines périodes, mais les écoles n'ont pas vraiment le choix d'enseigner en français parce qu'on suit le programme que le ministère de l'Éducation donne. On doit cadrer dans ce programme-là pour qu'on puisse, après ça, aller au secondaire ou au cégep à l'université. Et c'est tellement rigide, là. Même les directeurs d'école ont pensé que c'était pas des Innu au début. Bon, ils sont très rigides parce qu'ils ne comprennent pas l'Innu.
Mais on voit que même si c'est un Innu ou une Innu qui est à la direction, il est pris au piège de la même façon aussi. Il ne peut pas déroger, il ne peut pas sortir. Bon, il y a eu l'abolition de quelques cours qui ne sont pas vraiment obligatoires, qui ne sont pas nécessaires, pour remplacer par la culture, par les... Et même ce que j'ai vu, c'est que des fois, les professeurs qui parlent Innu pouvaient parler Innu aux enfants à qui ils enseignent. Donc, c'est déjà ça qui est là, mais c'est pas suffisant. Je sais que c'est pas suffisant parce que les professeurs aussi, les enseignants qui enseignent la langue Innu, on a fait un programme, mais le programme, c'était pas... Il n'y avait pas assez de matériel qui accompagnait. Puis les enseignants, souvent, c'est des femmes, n'ont pas le baccalauréat pour enseigner, ils n'ont pas de pédagogie, ils comprennent bien l'Innu, ils ont une bonne volonté, mais ils ne peuvent pas aller faire plus. Ils font leur propre matériel, ils essayent de... Mais il faut d'abord parler à l'oral, mais après ça, on se dit, bon, il faut qu'ils apprennent aussi à écrire un peu parce qu'on est dans l'école. Mais le meilleur moyen que j'ai vu, moi, dans une école, c'est que les enfants sortent de l'école, vont à l'intérieur des terres, pas loin. Ils font des activités culturelles, puis c'est là qu'ils apprennent les mots, la langue, qu'ils parlent la langue à l'extérieur. Est-ce que je me trompe ou je pense que vous avez vous-même une initiative justement pour donner un support, pour qu'il y ait comme des moyens plus pédagogiques pour faire vraiment entrer à l'école l'Innu? Dans mes cours à moi, là? Oui. Puis dans le cadre de votre pratique aussi, de votre expertise, vous avez des efforts. C'est ça. Vous faites des efforts dans ce sens-là. Parce que quand j'enseigne l'Innu ici à des non-locuteurs, j'enseigne la langue pour que les gens puissent apprendre. Et je sais qu'avec même les 4 niveaux de cours, les gens ne comprendront pas assez profondément l'Innu pour être des locuteurs avec qui je vais jaser, parler. Il y en a, de toutes les années où j'ai enseigné, j'ai eu 2 étudiants avec qui je vais parler Innu. Vraiment, avec qui, on va avoir des conversations. Mais les autres, il n'y a pas assez de temps. C'est vraiment la base là, que j'enseigne. Mais je leur donne des pistes de comment chercher, comment augmenter un peu leur compréhension, c'est un peu ça. Et le dernier cours qu'on fait, c'est d'aller dans la communauté, faire des activités culturelles, puis qu'ils voient un peu avec les enfants comment on peut échanger. Ça, c'est les allochtones, là, les non-autochtones qui viennent avec moi. Mais dans les communautés, c'est ça qu'il faut, je pense, pour avoir plus de locuteurs, c'est que la transmission se fasse aux jeunes, puis que les jeunes puissent, eux, faire la retransmission aussi. Il y a beaucoup de matériel qui ont été faits un peu. On a vu la présentation de Marie-Odile tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut encore créer les enseignants, un bac pour que les enseignants puissent avoir plus de pédagogie, avoir aussi beaucoup plus d'heures d'enseignement. C'est vraiment ça qui manque dans les écoles, probablement un peu partout. Parce que pour faire la transmission, mais c'est aussi à la maison que ça se passe. Souvent, les parents vont se dire « Ah, il va l'apprendre à l'école ». Mais à l'école, c'est juste 1 heure, là. Puis c'est pas tout le monde qui parle Innu à l'école. Et quand on dit « Ah, il faut que ce soit les organismes qui font ça », mais c'est juste à la maison. C'est les parents qui doivent parler à leurs enfants, raconter des histoires, puis transmettre. C'est à la maison que ça se passe. Mais souvent, il y a beaucoup... je ne dis pas que c'est partout pareil, là. Il ne faut pas généraliser. C'est dans certains milieux, c'est comme ça. Mais il y a des fois des familles où la transmission se fait très bien, puis les enfants parlent très bien. Puis ces enfants-là, c'est eux qui vont continuer à transmettre. Mais ça réduit, c'est toujours en réduction. On se dit souvent, « Ah oui, dans telle communauté, ils sont plus éloignés, ils doivent avoir conservé la langue. » Mais non,
Ils n'ont pas conservé la langue. C'est pas... il s'est passé, je ne sais pas, quelque chose qui fait que les jeunes ne se sont pas intéressés. Il y a même des communautés maintenant, la population, admettons, vous êtes cette population-là, puis on est en train de dire, OK, on fait le décompte maintenant de locuteurs dans la communauté. On est rendu à 100. Il y en a peut-être 99. Là. Dès qu'un aîné décède, ben, on fait le décompte en ce moment. C'est comme ça, là, maintenant. Même avec tout le travail qu'on fait, là, tu sais, même moi, ce que je fais, j'enseigne à des non-locuteurs, mais j'enseigne aussi à des Inuits. Je donne des cours à cette île à des locuteurs, des enseignants, des traducteurs, pour les intéresser, puis que je leur dis, ben, passez le message maintenant à d'autres. Faites-le, enseignez à vos enfants, enseignez à vos... Tu sais, pour qu'ils puissent avoir d'autres personnes qui enseignent puis qui parlent la langue. Bon, je pense qu'on est rendu à... C'est l'intérêt que les jeunes... Et c'est sûr que l'intérêt que les jeunes doivent avoir, c'est l'identité. Ça doit venir dans l'identité. Parce que la langue, quand un autochtone s'identifie, il doit parler de sa culture, de sa langue. C'est sûr qu'il peut avoir... Un autochtone peut être autochtone qui ne parle pas sa langue. Il va avoir de la difficulté à transmettre à son enfant qu'est-ce que c'est la culture. Parce que c'est intimement lié. C'est très lié. Et c'est un peu ça. On se sent moins peut-être autochtone parce qu'on ne parle pas sa langue. Et ça, j'ai vu ça souvent, des gens, des Inuits qui viennent me voir. Je veux apprendre. Je suis très contente de vouloir, d'essayer de leur faire apprendre, mais ça prend de la volonté aussi. Ça prend des heures de travail. Ça prend beaucoup pour eux de continuer. Donc, parmi les pistes de solutions, motiver les locuteurs, les motiver, leur donner envie de... Éric, dans votre univers, à vous, si je vous dis en mode solution, ça donne quoi? Est-ce qu'on a des pratiques qui sont plus efficaces que d'autres, des éléments, des initiatives, des travaux qui vous inspirent quand on parle de la manière de peut-être pérenniser une langue, assurer sa transmission, qu'elle dure dans le temps? Oui, ben, j'entendais Rémi tout à l'heure en parlant de cette normalisation linguistique, l'inspiration, je disais tout à l'heure, du modèle québécois. Et il faut se dire que distinguer entre langue minoritaire et minorisée, c'est aussi de se dire, on fait juste le portrait de combien de locuteurs ou combien de rapports de groupes qui parlent, mais parler de langue minorisée, c'est tenir compte aussi de ces rapports de force, cette oppression, ce qui a été fait contre les langues qui sont dans situation minoritaire. Et souvent aussi, on s'intéresse beaucoup aux rapports Catalogne-Québec, mais souvent aussi, c'est quand on regarde la comparaison Espagne-Canada, qu'on voit peut-être plus le cadre politique, de la culture démocratique, historique aussi, qui fait en sorte que les différences entre le Québec et la Catalogne ressortent plus vis-à-vis à ça. À mi-chemin entre la France vraiment centralisée, qui a très, très bien décrit Rémi, et la Fédération canadienne avec les provinces et tout ce qu'on connaît, à mi-chemin, il y a cette Espagne qui, dans le meilleur des cas, tolère cette diversité, et quand il y a des gouvernements de droite extrême soutenus par d'extrême droite, il y a carrément des législations qui vont à l'encontre de cette normalisation, de mettre des bâtons dans les roues de ces politiques-là de normalisation. Donc, dans un monde idéal, en appliquant ce qui aurait pu être appliqué comme le Québec, on aurait une situation vraiment distincte. Alors, ce qui se passe en Catalogne, c'est que la société civile, qui est extrêmement mobilisée pendant toute l'époque de lutte antifranquiste, donc qui était vraiment à l'œuvre pour faire des initiatives, de faire connaître la langue catalane avec toutes les migrations hispanophones qui est arrivée dans les années 50 et 60, en offrant des cours gratuits de façon informelle, mais juste pour dire, vous êtes arrivé en Catalogne, vous ne le saviez pas, vous êtes 1,5 million d'hispanophones qui est arrivé, ici on parle catalan, on vous offre des cours de catalan comme extracurriculaire pour que vos enfants puissent apprendre le catalan et arrivent avec l'ascenseur social. Moi, je pense aussi que dans le contexte de nos jours, avec la nouvelle immigration qui arrive en Catalogne,
nombreuses et qui ne savent peut-être pas non plus d'avance qu'il y a une langue qui est la langue catalane. La Catalogne n'a pas, comme le Québec, le certificat d'acceptation du Québec, donc il n'y a pas vraiment comme une politique d'immigration. Il y a des initiatives vraiment intéressantes en Catalogne que j'aime toujours mettre en valeur, et mes étudiants le savent, et c'est vraiment de tenir compte de la réalité du nouvel arrivant. La personne qui arrive en Catalogne, que ce soit de l'Amérique latine ou qui arrive du Maghreb, souvent voit que leurs enfants vont à l'école. C'est là que les enfants vont apprendre le catalan. Et les écoles, comme initiative vraiment comme encadrée, mais vraiment ça vient des écoles, ils vont organiser certaines écoles de cours de quechua ou de cours de tamazigh pour la communauté kabyle, pour que les gens, enfin les enfants, mais surtout les parents de ces enfants, viennent à l'école où vont ces enfants en catalan, dans les aires extracurriculaires, pour apprendre la langue maternelle qu'eux-mêmes, dans leur pays d'origine, n'ont pas pu apprendre à écrire. Donc, juste cette reconnaissance de l'autre, de vous dire, vous arrivez dans un pays qui est la Catalogne, personne ne vous a parlé de cette langue, vous ne comprenez pas pourquoi, en plus de l'espagnol, vous ajoutez le catalan, vos enfants apprennent le catalan, vous devez l'apprendre pour accompagner vos enfants dans leur apprentissage. Ce clin d'œil à la diversité linguistique et la reconnaissance de l'autre fait en sorte vraiment qu'il y a une approche empathique qui fonctionne très bien, et c'est quelque chose que j'aime toujours mettre en valeur parce que c'est vraiment intéressant. Une belle ouverture. D'ailleurs, je me tourne vers vous pour ouvrir la discussion. Je vois un micro qui est là. C'est maintenant le moment. Je pense qu'on va en avoir peut-être un deuxième de l'autre côté. Ouais. Donc, des deux côtés de la salle. Micro pour vous, pour vos questions, si vous en avez, pour nos panélistes, des questions qu'on vous demande de cibler, d'adresser à tous les trois ou à l'un en particulier, à votre choix. Donc, vous pouvez prendre place. Le temps que les gens se déplacent, je vais peut-être voir globalement dans le coffre à outils là, qu'on aimerait développer. C'est quoi qui est en priorité? Qu'est-ce qu'on met dans ce coffre à outils-là pour avoir des moyens le plus efficaces possible là, de pouvoir assurer la transmission, la survie, la pérennité? Bien, Si vous aviez un outil. tout est là. important, là, mais c'est l'acquisition. C'est l'acquisition, puis donc l'apprentissage dans les familles, Ouais. puis l'apprentissage à l'école. J'avais eu une discussion avec un responsable de la politique linguistique qui est possible en Bretagne, là, dans l'Office public de la langue bretonne, puis avec le directeur, puis il me disait, nous, on essaie de coordonner l'enseignement, tout ça, de faire en sorte qu'il y ait de plus de breton qui est enseigné. C'est un peu... Il y a différentes filières, là, mais il y a des filières immersives, les écoles d'Iwan, entre autres. Là, mais il nous racontait, je veux dire, c'est bien là, d'envoyer les enfants à l'école, là, mais on a une responsabilité, nous aussi. Les enfants, ils rentrent à l'école après, puis ils ne peuvent plus parler breton parce que leurs parents ne le parlent pas. Donc, nous, il faut qu'on l'apprenne. Puis, on fait vraiment des efforts très gros en Bretagne pour développer l'école aux adultes. Donc, pour les adultes, pour les enfants, puis pour être sûr d'assurer la continuité de l'apprentissage déjà à partir des CPE, puis de la maison, évidemment, là, aussi. Merci tous les trois. On aurait pu continuer comme ça longtemps, mais l'horloge nous s'impose ici pour nous dire qu'on est arrivé à la destination finale. Merci tout le monde dans la salle. Merci tous les trois d'être venus, d'avoir pris ce temps dans votre journée pour venir partager vos connaissances avec nous, puis croiser tous ces regards. Merci beaucoup. Merci.